Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bilan culturel de ce que j'ai vu et lu et entendu et regardé cet été. Ça va être beaucoup de podcasts et de cinéma parce que c'est vrai que j'ai eu, avec le confinement et tout ça, beaucoup de mal à me reconcentrer sur la culture par peur du trop d'informations et par peur de ne pas pouvoir l'expulser d'une manière ou d'une autre après. Ma concentration elle a aussi pris un gros coup avec le confinement. Finalement j'ai pas réussi à lire, à regarder, et de me remettre dans la vraie vie, ça a été compliqué aussi et j'ai préféré m'ancrer en partageant des moments avec les gens que j'aime et en étant voilà, dans le moment présent à faire les choses que je faisais, de type faire à manger, faire du vélo et vivre au quotidien. Mais la chose qui m'a beaucoup fait tenir pendant les vacances, c'est des podcasts. Donc c'est la chose principale dont on va parler dans cet épisode. J'espère que ça vous plaira et on commence tout de suite. J'ai eu beaucoup de mal à retourner au cinéma et j'ai eu aussi du mal à regarder des films soit sur Canal soit sur Netflix. Donc finalement ce dont je peux vous parler c'est du travail de Klapisch parce que j'ai beaucoup regardé ses films et j'ai découvert son dernier film qui s'appelle 2 mois avec François Civil et Anna Girardot je crois. C'est l'histoire de deux jeunes trentenaires qui vivent l'un à côté de l'autre à Paris dans des vies très calmes mais assez sombres en fait. Ils ont leur routine quotidienne, leur boulot, mais ils ont des peines un peu psychologiques, soit d'amour, soit du passé, qui leur permettent pas d'avancer et qui font qu'ils sont assez bloqués dans une vie morose et triste. J'ai trouvé que c'était intéressant. En fait, en regardant tout le travail de Klapisch, je trouve que c'est un réalisateur qui est vachement dans l'air de son temps et qui vit avec son temps et qui du coup dépeint bien la société et les années qu'il traverse. Que ce soit l'auberge espagnole pour tout ce qui est du mood de l'Erasmus, vraiment moi c'est un film dans lequel je reconnais beaucoup mon Erasmus. Que ce soit Portrait chinois sur ce que ça raconte des quarantenaires, des familles recomposées, de la vie un peu à New York, d'artistes et tout ça, ou que ce soit là 2 mois finalement sur aujourd'hui notre société avec les réseaux sociaux, avec les rencontres hyper faciles et finalement un isolement total et une société qui va très vite où les gens sont remplacés par des robots dans les entreprises, etc. Je trouve qu'il dépeint en fait assez bien la société dans laquelle on est sans jamais trop être dans le cliché très très prononcé. Quand bien même il utilise l'argument Tinder et l'argument Amazon, c'est des choses qui sont bien amenées, qui servent la mise en scène et il y va pas genre comme un dinosaure quoi. Je trouve que c'est assez bien... Enfin, c'est dans une ambiance globale qui marche plutôt pas mal. Donc c'est un film que j'ai assez aimé finalement. Bon, c'est pas démentiel, mais encore une fois, je trouve que c'est un beau portrait de notre société et que ça fait se poser des questions, notamment sur la thérapie en fait. Moi j'ai aimé le portrait qu'il a fait des thérapeutes parce que j'ai eu ces deux genres de psy, donc j'ai aimé ça. J'ai voulu que Camille Cotin soit ma psy à moi. Le fait aussi que ça désacralise ça, ce fait de ouais bah parfois moralement on est faible et on a besoin de l'aide d'un tiers et que ça passe pas forcément avec sa famille, ça passe pas forcément avec les amis. Voilà, donc c'est un film que j'ai assez aimé, que je vous invite à regarder si vous l'avez pas vu et que potentiellement vous êtes un peu dans la même situation que moi. Je pense que c'est un film qui parle quand même beaucoup à notre génération. J'ai revu ses anciens films et en fait ce que j'aime bien c'est comment il joue entre une forme, enfin un peu d'humour et en même temps des trucs assez cyniques sur la fin des choses, quand les choses se finissent, quand on est obligé de renoncer à certaines choses aussi. Voilà, donc en fait, et puis même je trouve que ses lumières sont bien, que sa photographie en fait est bien, est belle, ses acteurs sont très bons, genre j'aime beaucoup Romain Duris, j'aime son personnage qui évolue à travers la trilogie, je trouve qu'il a des bons acteurs et que c'est du bon cinéma français en fait, donc c'est chouette, voilà. J'ai découvert Les Amants du Pont-Neuf de Léos Carax avec Juliette Binoche notamment. C'est un film qui a été tourné dans les années 90 sur le Pont-Neuf quand il était en travaux et c'est l'histoire de deux personnes sans abri qui vivent dans la rue et qui vont se lier d'amitié voire d'amour et du coup on va un peu retourner sur leur passé et savoir pourquoi ils en sont là et voir l'histoire entre deux naître. C'est hyper intéressant sur ce que ça raconte de l'histoire d'amour et de l'existence à travers l'autre. Et en même temps, ça m'a beaucoup dérangé ce portrait un peu romancé et magnifié d'un amour qui est quand même très malsain et très déséquilibré. Donc c'est un peu un film qui m'a posé problème sur ce qu'il racontait dans le fond en essayant de rendre aussi belle et pure une histoire d'amour qui finalement est vraiment là pour combler des failles personnelles et qui du coup est vraiment
pas très saine je trouve. Et ce que j'ai beaucoup aimé c'est la part de rêve, et il y a notamment toute une séquence qui se passe sur la scène avec plein de feux d'artifice et tout. Et ça c'est magnifique parce que c'est un peu de l'ordre du rêve et de l'ivresse en fait, puisqu'ils boivent de l'alcool et qu'ensuite on a toutes ces séquences là. Et ça c'est vraiment très très beau et assez impressionnant. Du coup c'est cool parce qu'on sent quand même que c'est un réalisateur qui est allé au bout de ses idées et qui a vraiment joué avec ce décor de Paris, du pont, avec les artifices un peu de la décoration, mais c'est bien fait. Et du coup c'est chouette parce qu'on sent qu'il y a pris plaisir et qu'il a fait un film dont il avait envie. Et ça c'est assez beau je trouve. Donc si les histoires d'amour vous plaisent, et bah en fait c'est quand même un film qu'il faut voir parce qu'il permet de se poser des questions et donc c'est toujours intéressant. En tout cas moi c'est ce que j'aime dans le cinéma. J'ai découvert un film à la fin du confinement dont je ne vous ai pas parlé et qui pourtant qui fait officiellement partie des plus beaux films que j'ai jamais vus de ma vie. C'est le film qui s'appelle Piranha. C'est un film italien qui a été fait en 2019. Bizarrement je l'avais loupé au cinéma et je trouve que l'affiche en fait donnait pas envie. Et pourtant c'est une merveille absolue. C'est un film qui raconte l'histoire d'une jeune mafia napolitaine qui s'installe et qui monte les échelons pour s'imposer dans les quartiers. C'est des jeunes qui au début ont 12-13 ans et on les voit un peu grandir mais surtout s'imposer, et on comprend tous les rapports de force et de domination qu'il existe entre les différents groupes de mafia dans Naples. Et c'est absolument génial, moi ça m'a mis une balle dans le crâne, ça m'a fait découvrir ce qu'était la mafia. Oui, j'ai 24 ans et je ne savais pas ce que c'était que la mafia. En tout cas j'ai compris vraiment toute l'âme qui régnait derrière, le mood que c'est d'être mafieux, les familles qui tournent autour, les questions d'argent, de possession, de pouvoir, de drogue, tout ça. Enfin vraiment c'est passionnant, ce film est super bien fait. C'est pas un film qui est complètement linéaire, en tout cas il l'est un peu chronologiquement, mais vraiment ça évolue beaucoup, on les voit vraiment grandir, il y a beaucoup de séquences hyper intéressantes, il n'y a pas juste une montée et une descente, en tout cas c'est pas ce que j'ai ressenti. Moi j'ai vraiment ressenti que c'était complexe et complet tout le long, et ça aborde plein de points, que ce soit encore une fois sur la mafia, que ce soit sur ces jeunes, sur ce qu'ils traversent aussi en tant que jeunes adultes, mais surtout adolescents. Ils sont encore enfants au début du film, et ce que ça veut dire de soi et de comment on se crée et comment notre cadre social nous impose certains comportements. Il y a une histoire d'amour aussi qui se passe entre deux ados et elle est sublime. En fait c'est vraiment de la profondeur de l'existence, l'affirmation de soi, le pouvoir, où se situer dans la société, et j'ai trouvé ça brillantissime. Et en plus de ça la photographie est sublime. Vraiment il y a vraiment énormément de plans qui sont pas juste beaux mais qui sont vraiment genre parfaits en termes de couleurs, de composition, même de mouvement de cam. Enfin tout est vraiment très beau et impressionnant. Donc c'est un des plus beaux films que j'ai jamais vu. Encore une fois, une expérience de cinéma. Je sais pas si je serais capable de revoir ce film et je saurais pas encore une fois justifier exactement le pourquoi il m'a autant touchée, mais c'était de la vérité et c'était l'intime de ces gens-là, et c'est comme si on m'avait laissé regarder par le trou d'une serrure une vie qui sera jamais la mienne et qui pourtant m'a excessivement excitée. Donc voilà, je vous recommande vraiment grandement ce film si vous avez l'occasion de le voir, c'est très beau. Et le dernier film dont je vais vous parler, c'est un film que j'ai découvert il y a 2 jours au cinéma, pour mon grand retour au cinéma en salle post-Covid. C'est Eva en août, un film madrilène qui est réalisé par un homme qui s'appelle Jonas Trueba, qui a d'ailleurs eu le prix Goya du meilleur réalisateur, j'ai vu ça. Et donc on suit juste Eva, une jeune femme de 33 ans, dans sa première quinzaine d'août, jour après jour, comme des vlogs journaliers, mais version cinéma, et d'une qualité de dingue. C'est encore une fois un très beau film qui s'attache à la petitesse des choses les plus simples et basiques, qui sont de prendre son temps, de partager un verre avec des amis, de faire une nouvelle rencontre, de croiser quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis des années dans la rue, de juste laisser le temps nous couler un peu dessus quand on est dans cette espèce de flou artistique que représente le mois d'août. C'est absolument sublime, je me suis reconnue dans tout, je me suis reconnue dans l'écriture, je me suis reconnue dans Eva, dans ses interrogations, dans la manière dont elle avait de laisser la vie lui passer dessus, de s'apprivoiser le temps, les questionnements qu'elle avait sur la maternité, l'astrologie, le lien avec les autres et tout. Je sais pas à quel point, comment c'est possible qu'un film fasse autant écho à ce que je suis et là où je me situe maintenant, mais c'était vraiment ça, c'était un truc de
mais j'aurais aimé faire ce film, j'aurais pas pu le faire, j'ai pas cette prétention là, mais j'aurais pu l'écrire, j'aurais pu raconter ça, j'aurais voulu le faire, j'aurais aimé faire un film de cette qualité là qui raconte exactement ce que j'ai envie de raconter et de voir quand je vais au cinéma. Pas que, bien sûr, j'aime la diversité, mais en tout cas, ce que j'aimerais faire, c'est aussi de raconter ces petites choses-là. Et les lumières aussi sont très très belles, les acteurs sont super chouettes. Tout m'a plu dans ce film, vraiment. Si ce n'est la séquence de fin qui m'a laissé sur ma faim, justement, parce que j'aurais aimé que ça dure encore plus longtemps. Mais vraiment, c'est un film excellent que je vous conseille de voir si vous partagez un peu mes goûts sur, en tout cas en termes de cinéma, de l'intime, un peu ce truc aussi de devenir quelqu'un et de s'ancrer là et de vivre pleinement par la simplicité des choses. Voilà, je sais pas comment le résumer mieux, mais c'était vraiment très 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 chouette et je suis très contente d'être retournée au cinéma pour aller découvrir ça. Ça m'a vraiment redonné envie d'y aller et je vous encourage aussi à le faire parce que plus que jamais, les boîtes de production, les réalisateurs et tous les intermittents du spectacle ont besoin de votre aide, donc ont besoin qu'on aille voir les films en salle, découvrir le travail et continuer à participer à la culture qui est un des secteurs qui prend le plus tarif avec ce Covid de merde. Donc voilà, je vous encourage vraiment à aller au cinéma. Je vais vous parler de 2 séries aussi que j'ai regardées cet été qui sont pas si vieilles mais qui sont pas non plus toutes récentes mais qui m'ont beaucoup plu. Il y a la série Mytho de Arte qui est une série de 6 épisodes je crois qui est disponible maintenant sur Netflix, qui raconte l'histoire de cette mère qui est complètement écrasée par sa charge mentale, par ses 3 gamins, par son mari qui s'occupe pas d'elle et par son taf un peu boring. Et pour se faire remarquer, parce qu'elle en peut plus, elle s'invente un cancer. Et elle se fout littéralement dans la merde et dans un énorme mytho. Et c'est super bien joué, l'histoire est super chouette, chacun des personnages a vraiment ses issues, enfin ses problèmes et les trucs avec lesquels il doit dealer. C'est drôle, c'est léger et en même temps, pareil, ça remet sur le tapis des sujets importants qui sont la charge mentale, la place du mensonge, la confiance, le dialogue avec les autres. Donc c'est vraiment une série que j'ai beaucoup aimée. C'est aussi une série qui est assez surprenante parce qu'elle est pas absurde mais elle a quelque chose dans son humour qui est toujours un peu décalé, un peu loin, un peu poussé, mais ça passe toujours super bien. Donc je vous recommande cette série. Les Sauvages de Rebecca Zlotowski, c'est l'histoire de Roch Dizem qui est d'origine algérienne et qui devient président de la République en France. Et du coup ça pose les questions de l'identité, de qu'est-ce qu'un étranger ou pas, qu'est-ce qu'être blanc ou pas, et comment on fait la politique et comment en fait il y a un problème aussi, enfin pas un problème mais comment il y a des questions d'identité qui s'affrontent tout le temps et il est victime d'un tir et on se demande d'où vient ce tir et donc va y avoir une policière qui va enquêter. Je l'explique hyper mal parce que je sais pas expliquer les séries politiques, c'est des sujets trop touchy où j'ai toujours super peur, donc j'ai toujours super peur de parler parce que j'ai toujours peur de faire une maladresse, mais c'est une série qui était super intéressante sur ce que ça racontait de la France, de la politique, de l'acceptation de l'autre, de l'image qu'on a effectivement de l'étranger. C'est une série seulement de 8 épisodes qui tient vachement en haleine avec des super acteurs, il y a notamment Marina Foïs que j'adore qui joue le rôle de la policière. Et il y a vraiment Enfin, en fait, la résolution de la série est super intéressante. Donc je vous invite à la découvrir si jamais ces sujets vous intéressent. Et puisque je me suis exprimée comme une brêle, je remettrai un encart qui expliquera mieux, voilà. Le premier podcast dont j'ai envie de vous parler, c'est le podcast Nos Avenirs, qui est un podcast de Mathilde. Elle est partie à la rencontre de pas mal de jeunes filles qui ont entre 20 et 25 ans, qui racontent leur parcours, leur étude et leur cheminement pour passer à l'âge adulte, de cette période assez charnière où il y a plein de choses qui se passent et on doit montrer, prouver sa propre identité, sa propre voix. J'ai eu la chance et l'honneur d'être une de ses invitées pour un épisode. Elle a aussi interviewé Clémentine ou Clara et c'est toujours hyper intéressant et enrichissant de voir leur point de vue sur cette période des études et ce passage à l'âge adulte. Et je suis sûre que ces témoignages aussi multiples et variés avec des avis différents permettront à plus d'un et d'une de faire des choix plus conscients et que ça passe pas seulement par les conseillères et conseillers d'orientation, mais aussi juste par des partages d'expériences. Ça manquait, je suis très contente que ça existe maintenant et je vous invite à aller découvrir ça. Si vous aussi vous êtes un peu dans ce moment où vous savez plus trop, où vous voulez peut-être changer d'avis, de voie, de carrière et que vous vous posez des questions, eh bien n'hésitez pas à aller voir ça, c'est super chouette.
Un autre podcast que j'ai découvert au début de l'été, c'est le podcast Miss Paddle, qui a été écrit et réalisé par une journaliste qui a été dans une relation avec un pervers narcissique pendant quelques temps et qui du coup a réussi avec le temps un peu à analyser et à déconstruire ça, et elle en a fait un podcast témoignage qui est terriblement intéressant parce que on part sur une histoire d'amour assez lambda et on se rend compte dans son écriture aussi et dans l'évolution du podcast de la violence et de l'insiduité, je sais pas comment on dit, de la violence et de comment la possessivité et le côté malsain de la relation s'installent de manière insidieuse. C'est un super témoignage, je suis hyper contente que ça existe parce que, encore une fois, ça permet de se rendre compte que les histoires qu'on croit parfois être des histoires d'amour peuvent être des histoires beaucoup plus violentes avec des gens beaucoup plus mal intentionnés derrière. Ça dure que 6 épisodes, c'est super touchant, c'est très très chouette, c'est encore une fois le partage d'un intime, c'est en même temps un peu romancé, réécrit et en même temps naturel, vrai et sensible. Donc je vous invite vraiment à découvrir Miss Paddle. J'ai aussi découvert le podcast Prude, qui est un podcast qui est sorti cet été, qui est tellement bien. C'est un podcast sur la sexualité, mais qui défait tous les tabous de la sexualité. Que ce soit sur la tromperie, que ce soit sur le libertinage, que ce soit sur l'utilisation des réseaux sociaux type Tinder et la surconsommation du sexe, que ce soit sur le sexe avec des gens de sa propre famille. C'est tellement un sujet qui me passionne que d'avoir ces témoignages-là de personnes qui sont anonymes mais qui racontent vraiment leur histoire, c'est trop bien. C'est une mine d'or, j'ai adoré, ça m'a fait déculpabiliser sur beaucoup de choses, ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses aussi. Il y a notamment un épisode sur une femme qui est mariée avec un homme, elle a 40-50 ans et elle raconte comment pour tenir dans son couple et malgré le fait qu'elle soit folle amoureuse de son mari, ils ont décidé d'aller voir ailleurs et à quel point c'est un accord tacite entre deux et un accord qui marche et qui fonctionne. Et donc il est aussi question de liberté, de jalousie, de possessivité et de déconstruire cette idée de la monogamie. Et trop bien. Je pense que c'est pour un public averti, adulte et un peu conscient et un peu avancé dans sa sexualité. Mais moi c'est vraiment un podcast que j'ai adoré et qui m'a fait un bien de ouf. Ah, je vous ai pas parlé de Cerno, qui est quand même le meilleur podcast de cette année, que j'ai découvert pendant le confinement et que je continue à suivre tous les dimanches. C'est une enquête du journaliste Julien Cernobori, qui est un ancien de France Culture, qui maintenant fait ce podcast tout seul. Il a notamment une page Patreon pour pouvoir l'aider à financer ses épisodes. Et il parle donc du meurtre des vieilles dames dans les années 80 de Thierry Paulin. Thierry Paulin, c'était un meurtrier qui, en gros, allait tuer des vieilles dames tous les week-ends avec son pote. Et on n'a jamais tout à fait compris pourquoi il avait fait ça. Et du coup, il s'interroge juste sur ce fait divers. Et pour ça, il va à la rencontre des gens du quartier de Montmartre, des anciens appartements où ont été tuées ces vieilles dames, de leurs voisines, des gens du quartier. Enfin bref, il va interviewer un peu des gens de partout. Et ces gens-là ensuite lui disent « Ah mais vous devriez aller voir telle personne et telle personne et telle personne », ce qui fait que ça se développe aujourd'hui sur 40 épisodes où il est allé rencontrer des gens et tout. Et c'est super, c'est vraiment une enquête géniale où t'as quelqu'un qui n'a pas peur d'aller faire vraiment de l'investigation, de l'enquête et de la rencontre et du journalisme en interrogeant des gens de manière basique et sincère dans la rue. Et c'est trop bien la proximité qu'il arrive à installer avec certains ou pas, mais en tout cas c'est trop bien d'avoir ses voix et du coup de s'imaginer avec ses voix les personnages qu'il rencontre. Toute la première saison, vraiment je l'ai adorée. La deuxième saison qui a commencé en avril du coup est un peu plus bancale parce que justement il s'avère que dans son enquête il trouve pas nécessairement ce qu'il cherche et il est parfois face à des murs. Mais c'est trop intéressant de le voir continuer, détourner ses passages et de continuer cette enquête journalistique. Vraiment c'est de l'excellent travail, même le sound design et tout est super intéressant et à chaque fois il va plus loin, rencontrer des nouvelles personnes qui non seulement parlent de ce fameux tueur de vieilles dames, mais qui parlent finalement aussi de leur propre histoire et qui racontent un peu de ce qu'ils sont et de leur âme. Et c'est trop bien, vraiment. Allez découvrir Cerno si c'est pas encore fait. C'est un des meilleurs podcasts que j'ai jamais écouté. Et j'adore, et puis surtout c'est comme une série quoi, donc t'es en attente de savoir ce qui se passe au prochain épisode. Vraiment il arrive à te teaser ça
d'une trop chouette manière. Donc allez suivre absolument Cerno. Il y a un podcast de Louis Média qui s'appelle le Book Club où des personnalités un peu connues parlent des livres qui les ont touchés, marqués, bouleversés dans leur vie. C'est un podcast que j'écoute mais dont je suis pas fan absolue, mais juste j'écoute de temps en temps quand il y a des personnalités qui m'intéressent. J'ai beaucoup aimé l'épisode de Lison Daniel. Si vous la connaissez pas, elle a un compte Instagram qui s'appelle Les Caractères. C'est une comédienne qui interprète plusieurs personnages avec des filtres notamment, et elle est excellente, donc si vous la connaissez pas, allez la suivre sur Instagram. Et il s'avère qu'elle a fait un épisode du Book Club dans lequel elle parle de sa relation à ses livres, de sa bibliothèque, mais surtout de Martin Eden, de Jack London, et j'ai adoré juste son propos là-dessus et sa voix qui est hyper belle, donc je vous invite à découvrir cet épisode en particulier. Dans la même ligne, on a aussi Les gens qui doutent, un podcast que Julie écoute beaucoup, qu'elle m'avait conseillé à plusieurs reprises, et il y a notamment 2 épisodes qui m'ont beaucoup marqué. Il s'agit de celui de Sophie-Marie Laroui, tourné au Bruxelles Podcast Festival, qui est excessivement drôle. C'est une femme que j'adore pour tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle dégage, donc je vous invite à la découvrir. Et puis il y a aussi celui de Eva Bester, qui est donc la journaliste qui s'occupe du podcast Remède à la mélancolie sur France Inter. Elle a enregistré 2 épisodes, mais là je vous parle du 2e, qui est un des épisodes les plus récents qui est sorti, où elle parle notamment de la mort, et elle parle de choses excessivement négatives et malheureuses et dramatiques et hardcore, mais ça fait tellement du bien d'entendre parler de ces choses-là. Que ouais, non, moi je me suis beaucoup retrouvée dans ces podcasts et dans ce genre de réflexions qui sont pas toutes belles, toutes roses, qui sont pas full développement personnel et positivité attitude, mais qui ont quelque chose de très humain et de très intéressant sur les questionnements, que ce soit sur les minuscules choses de notre intime et de notre personne, comme les beaucoup plus gros questionnements philosophiques essentiels sur l'humanité. Voilà, c'est des podcasts qui m'ont beaucoup touchée, des femmes qui m'ont touchée, donc je vous invite à les découvrir. Je vais finir avec YouTube parce qu'on est sur YouTube quand même et que c'est toujours bien de trouver du contenu gratos sur cette plateforme-là, même si elle m'agace de plus en plus avec toutes ces publicités de l'enfer. Et que j'y passe de moins en moins de temps aussi. Toujours est-il que sur YouTube, cet été, j'ai regardé les chaînes qui faisait partie de la playlist des concurrentes au Pouce d'Or. C'est un concours qui est organisé par les internets. Je finis cette vidéo ici puisque clairement mon appareil photo s'acharne et que je ne peux pas terminer ce bilan culturel comme il se doit, et que vraiment la qualité de cette vidéo comme d'hab aura été mess, mais c'est pas grave. Pour rattraper ça, il y a les spots de Jeannot si jamais, et au pire tout ce qui est intéressant ici c'est ce que je raconte. Donc je disais que le concours des Pouces d'Or est un concours organisé par les internets, une association qui essaie de promouvoir le travail des créatrices de contenu, et là donc c'est la playlist de 200 vidéos de toutes les participantes, et du coup je me suis perdue là-dedans, j'ai découvert pas mal de nouvelles chaînes et ça m'a fait trop du bien de voir des nouvelles créatrices parler de plein de choses diverses et variées. J'ai notamment retrouvé le travail de Clémentine Mikanquet ou encore de Amélie, The Golden Grounds. Il y a une vidéo qui m'a trop fait kiffer sur le TGV parce que j'ai une passion pour le TGV. Voilà, il y a plein de choses, donc je vous mets le lien en barre d'infos pour que vous alliez vous y perdre par vous-même et découvrir toutes ces femmes qui font des choses bien sur internet. En parlant de femmes sur internet, je voulais quand même évoquer Léna Mafouf qui a fait les vlogs d'août pendant 1 mois parce que je les ai regardés et j'ai adoré ça et j'ai aimé cette forme de divertissement là, et en fait j'ai arrêté de m'en vouloir de regarder ce genre de divertissement et de pas toujours être sur le sujet du féminisme ou ouais, des grands combats et des choses dites ou pensées intelligentes. Ça m'a fait du bien de capter et d'accepter que j'avais le droit de me nourrir de plein de choses diverses et variées, et que c'était aussi dans cette diversité que j'arrivais à me faire un avis et à me construire et à être celle que je suis et que je deviens, aussi bien en consommant des choses de Léna que de la littérature du 19e siècle, et j'ai arrêté de me punir là-dessus, de pas être toujours productive et de pas toujours m'intéresser aux choses les plus intelligentes ou entendues comme telles, et de me nourrir de ce dont j'ai envie et de le faire en conscience. Voilà, tant que tu le fais en conscience et que tu sais ce que ça t'apporte et pourquoi tu regardes ce genre de divertissement, alors tout va bien. Et en l'occurrence, moi, elle m'a fait du bien et j'en avais besoin dans cette période de post-Covid assez déprimante et dramatique, bref. Voilà, donc ça c'était aussi juste un reminder pour vous dire qu'on n'est pas tout le temps absolument dans la course-poursuite à avoir le plus de savoir possible. J'ai un peu été comme ça, je m'en suis beaucoup voulu quand j'arrivais plus à faire des bilans culturels mensuels, je m'en suis voulu quand j'arrivais plus à lire, et en fait bah c'est pas grave parce que
je me nourris quand même de beaucoup de choses, j'arrive à rester curieuse de beaucoup de choses et bah voilà, et c'est déjà bien. Et s'il y en a qui arrivent à plus le faire, et bah tant mieux. Et l'important c'est juste d'arriver à se faire son propre avis, se faire son propre chemin, de réussir à remettre une queue de chat, de réussir à remettre en question les choses qui nous entourent et d'être conscient de tout ça. Voilà, c'était le petit reminder pour et continuer à être gentil avec vous-même et de ne pas faire ça pour faire ça, mais de le faire parce que vous y trouvez de l'intérêt et que vous apprenez des choses. J'espère que ce bilan culture vous a plu et qu'il vous aura donné envie. Surtout, n'hésitez pas à aller suivre les podcasts des créateurs indépendants, que ce soit Cerno, Prude, Mathilde avec Nos Avenirs ou que sais-je. Voilà, c'est des gens qui font quand même du super bon boulot créatif de dingue qui fait trop du bien à écouter. Et c'est quand même archi généreux de faire des trucs comme ça, je trouve. Si vous avez des bons films, notamment sortis au mois d'août, parce que j'étais out of the game en août, à me conseiller, n'hésitez pas en commentaire. On se retrouve très bientôt pour un prochain bilan culture ou autre. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bisous. Tu fais un bisou, Illy? Bisous!